Salut, j'espère que ça va bien pour vous autres. Évidemment, toujours heureux de vous savoir à l'écoute pour votre information. Cette semaine, Sarah Maud, notre photographe, viendra présenter sa chronique « Comment jouer avec les ombres ». David de Cotis, conseiller municipal ici sur le territoire lavallois, oui, viendra nous parler d'actualité municipale. Daphné Dumas, Ruel du groupe de souliers Yellow, viendra nous présenter une belle initiative de la part de cette entreprise. Aussi, Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de cinéma. De même que Caroline Deslandes, qui sera interviewée par Myriam Gervais. Et tout d'abord, Bertrand Godin, pilote automobile, instructeur aussi à l'École nationale de police de Nicolet, nous donne des nouvelles du domaine de l'automobile. Bonne émission. Il vient de façon sporadique dans cette émission. Je suis toujours très heureux de l'accueillir. Il est le nouvel ambassadeur de la formule ETS à Montréal. On a le plaisir de parler avec le pilote automobile et aussi instructeur du côté de l'École nationale de police à Nicolet. C'est par le truchement de la technologie Bertrand Godin qu'on joint. Salut Bertrand! Hey, salut! Hey, merci d'être là. Toujours heureux de te recevoir. Pourquoi tu as accepté ce rôle d'ambassadeur? Bien, premièrement, parce que, bon, j'aime la compétition, j'aime les jeunes, j'aime l'innovation et la formule SAE, c'est vraiment une formule qui est développée depuis 1988. C'est un petit bolide et les universités doivent le concevoir toutes les pièces, c'est simple, le design, le coût. Donc, c'est vraiment un challenge qui représente bien le défi de l'industrie automobile de pouvoir fabriquer une voiture sécuritaire, performante, écologique, à faible coût. Donc, c'est tous ces défis-là. Et les jeunes de l'ETS sont formidables. C'est des passionnés qui mettent des heures et des heures. Et vous savez, ils ne le font pas pendant les heures de cours. Ils font ça dans leur temps libre. Donc, je voue une grande admiration pour ces jeunes. Oui. Et évidemment, tu l'as dit, ils apportent des innovations. Est-ce que même les innovations qu'on fait pour eux dans leur travail, dans les à côté de leur actuellement formation, est-ce que ça pourrait même être le futur de la course automobile et de l'automobile en général? Vous savez, le sport automobile a toujours été un laboratoire pour demain. Les compétitions universitaires, ben c'est certain que c'est un peu différent d'une course traditionnelle, comme on la connaît. C'est plusieurs petits défis d'accélération, défis de circuits très sinueux, défis d'endurance. C'est plusieurs défis qu'ils ont à relever. Et ça va dans une bonne stratégie parce que c'est les ingénieurs de demain. Ces jeunes-là, ce sont ceux qui vont trouver des solutions auxquelles on se pose tellement actuellement par rapport à l'électrification et d'autres technologies qu'on devrait voir bientôt, soit à moyen ou long terme. Et d'ailleurs, tu m'ouvres la porte, Bertrand, parce que c'est sûr que c'était récemment, du côté du Stade olympique à Montréal, un grand rassemblement pour les amateurs de voitures électriques. Et puis, on parle beaucoup de l'avenir de la voiture électrique, de la place qu'elle aura dans le parc automobile chez nous, au Québec, mais à travers le globe. On veut, en tout cas par le gouvernement du Québec, d'ici 2030, avoir 2 millions de voitures qui circulent au Québec, de voitures vertes, sous tous ces genres, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs types, mais de voitures électriques essentiellement. Dis-moi, est-ce qu'on doit y croire? Est-ce que c'est possible d'ici 2030 d'avoir 2 millions de voitures qui circulent chez nous au Québec? Bon, le chiffre, il semble énorme. C'est certain que, oui, on peut y croire parce que si on regarde les pas qui ont été faits dans les 7 dernières années, on le sait que c'est exponentiel actuellement. Les voitures vont gagner en autonomie, les voitures vont se recharger plus rapidement, donc moins de temps à recharger. Donc, en ayant ces deux éléments-là, plus d'autonomie, moins de temps de recharge, ben c'est certain qu'il va y avoir des gains. Puis ça, c'est sans parler que la voiture électrique comme telle va rester. Et là, si on prend par
exemple, ma première voiture électrique qui était une Volt, qui est un moteur à essence qui agissait comme une génératrice. Mais on va voir peut-être d'autres produits comme l'hydrogène fabriquer l'électricité pour la motorisation électrique, parce que c'est certain que cette motorisation-là a de grands avantages parce que, bon, là, je ne parle pas des batteries, là, je parle du moteur proprement dit. Hein, il y a seulement 2 pièces mobiles, c'est 2 roulements, et donc pas de changement d'huile. L'endurance de ces moteurs-là, c'est incroyable comment on peut faire énormément de kilométrage sans avoir vraiment d'entretien. Par contre, moi, je pense que éventuellement, les batteries vont être remplacées par d'autres éléments à long terme. Donc, d'autres types de technologies qui vont être développées à travers le temps. Tu l'as dit, l'hydrogène, je sais que du côté de Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, un grand département de recherche, il y a plusieurs innovations. Il y a la fameuse vallée de la batterie qui va bientôt débarquer à Bécancour, pas très loin d'où tu es d'ailleurs présentement, du côté de Nicolet. Donc, il y a vraiment beaucoup de vent favorable pour le développement de ces technologies-là dans un avenir court-moyen terme. Mais je pense que, et c'est un message que toi, tu mentionnes souvent sur plusieurs tribunes, c'est de ne pas non plus frapper ou de dire que ceux qui ont des camions, c'est pas le diable en personne, là, incarné là, aussi. Là. Bien, c'est ça. Écoutez, je pense que l'automobile, il faut choisir pour ses propres besoins. Puis on a encore besoin, vous savez, la technologie même électrique n'est pas rendue au point où on pourrait faire des longues distances. Je pense notamment avec une camionnette qui va avoir une remorque. Donc, on n'a pas l'autonomie pour pouvoir réaliser le travail. Mais n'empêche qu'on voit certaines pétrolières travailler justement sur des produits de l'essence écologique. Donc, ça aussi, c'est de l'énergie qu'on doit produire. Et puis, bon, quel sera le coût de ce carburant? On verra, mais c'est certain qu'on doit agir pour, oui, l'environnement. Et ce qui est beau de l'être humain, c'est à chaque fois qu'on a été confronté à des défis, on s'est organisé pour trouver des solutions et opter pour les bons éléments. Et là, ben, on est un peu à mi-chemin. Je pense que c'est un petit peu comme à l'époque que les chevaux ont été remplacés par l'automobile. Il y avait ce débat-là. Je pense que ce sera toujours les traditionnalistes, mais n'empêche que c'est ça, les chevaux ont encore une certaine utilité aujourd'hui, moins qu'avant, mais ça sera la même chose éventuellement avec le véhicule à essence traditionnelle et électrique. C'est clair, les chevaux vapeur, on en a encore besoin avec l'essence et le diesel pour certaines choses. et ça me permet, parce qu'on a encore un peu de temps aussi, Bertrand, ensemble, c'est inévitable, on est dans la saison des pneus. Présentement, nos garagistes sont vraiment occupés. Évidemment, on passe des pneus d'hiver aux pneus d'été. J'ai pris d'ailleurs moi-même là, ces dernières heures un rendez-vous et ça m'amène à la mi-mai presque pour un rendez-vous avec mon garagiste. Et on parlait beaucoup des prix des pneus, dans certains cas, qui ont gonflé, sans mauvais jeu de mots, de 40 On explique ça comment? Bien, écoutez, c'est certain que les pneus, bien, le transport, on le sait, l'essence a augmenté. Donc, le transport, que ce soit par bateau, que ce soit par camion, bien, ces coûts-là sont explicables. Vous savez, un pneu, on le fait aussi avec du pétrole. Donc, je pense que le pneu suit un peu la tendance du pétrole à ce niveau-là et il ne faut pas surprendre que tout coûte plus cher. Oui. Et d'ailleurs, certains avançaient que comme solution pour que ça coûte moins cher aux consommateurs, à l'automobiliste qui nous écoute actuellement, qui nous regarde, peut-être d'aller dans une solution de pneus moyenne gamme, donc de peut-être une gamme inférieure. Est-ce que encore là, c'est un mauvais choix parce que dit moyenne gamme, dit donc moins peut-être moins de sécurité, voilà, pour l'automobiliste ou? Bien, c'est ça. C'est certain que, vous savez, les technologies de pneumatiques évoluent tellement rapidement et pour l'avoir fait avec un distributeur de pneus où ils invitaient tous les manufacturiers à venir expliquer leurs nouveaux produits et année après année,
ça évolue. C'est certain qu'un pneu milieu de gamme aujourd'hui est nettement meilleur qu'un haut de gamme d'il y a peut-être 10 ans. Sauf que moi, je peux vous dire que si on a un compromis à faire, faites-le pas sur le pneu. Choisissez un pneu là aussi qui répond à vos besoins et qui va vous offrir une bonne performance au freinage, en virage, en accélération. La motricité, c'est ce qui fait en sorte, et l'adhérence, c'est ce qui fait en sorte que vous pouvez freiner plus tôt, sans danger, je veux dire. Oui, d'assurer la sécurité des gens qui sont sur la route, évidemment, puis de d'autres aussi qui sont aux côtés de nous sur la route, qui partagent la route aussi avec nous. Ne l'oublions pas non plus, parce qu'on n'est pas les seuls dans notre habitacle de voiture. Ça, c'est sûr. Et dans ton habitacle, je te dis merci beaucoup à Bertrand Godin. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Et Bertrand Godin, donc, à qui on parlait, bien sûr, qui est pilote automobile, qui est instructeur à l'École nationale de police et qui est aussi ambassadeur donc, à la formule ETS Montréal, qui a bien voulu nous parler. Toujours un plaisir de le recevoir. Le titre de cette émission, c'est pour votre information et je pense qu'évidemment, en tant que citoyen lavallois, vous voulez connaître aussi les actions de vos différents élus. Il est d'ailleurs membre d'Action Laval, conseiller municipal dans le district de Saint-Bruno. Très heureux d'accueillir David Decotis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. C'est pas votre première fois chez nous, donc toujours très heureux de pouvoir donner la parole quand même aux élus, de faire aussi mention des actions de nos élus, parce que je pense qu'il faut le rappeler, le palier de gouvernement le plus près qui peut avoir une action directement, une incidence directe. Je pense que ça commence par le municipal pour les gens qui nous écoutent. C'est sûr, le municipal, c'est le gouvernement de proximité. Alors, c'est nous autres qu'on reçoit tous les appels de tous les dossiers, de tous les sujets. Alors, c'est important. Exactement, de la mobilisation. Et justement, vous avez parlé des dossiers. Abordons certains dossiers que vous vouliez aussi qu'on attaque de front dans cette conversation aujourd'hui ensemble. Notamment, vous, en tant que conseiller, il y a le prolongement du boulevard d'Agenais qui, je pense, vous interpelle. Absolument. C'est un dossier très important, pas juste pour moi, David Decotis, mais vraiment pour les citoyens qui habitent à Vimont-Auteuil et même dans l'ouest de Laval. Aujourd'hui, d'aller de l'est à ouest, on a le boulevard Sainte-Rose, le boulevard Saint-Aliziard et le boulevard Saint-Martin. On a besoin vraiment de prolonger le boulevard d'Agenais, de Francis-Hugues jusqu'à des Laurentides. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas la gare Virmont. On pousse le transport en commun, on introduit la gare Vimont. Le matin et le soir, la rue Belle-Rose et il y a plein d'autos, de la congestion sans arrêt. Alors, quand j'étais élu en 2013, j'ai mis sur le plan le prolongement de la rue d'Agenais. On avait déjà commencé à regarder comment on fait ça. Est-ce qu'on va exproprier certains terrains avec le ministère des Transports ou provincial? Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'alignait vraiment pour le prolongement. Et malheureusement, quand M. le maire, M. Stéphane Boyer, était élu en 2021, il a mis ce plan en attente. Je lui ai posé la question au dernier conseil municipal, est-ce que c'est une priorité pour vous, le prolongement de la boulevard d'Agenais? Et la réponse était non, pour lui, ce n'est pas une priorité. Alors, nous sommes... Mais pourquoi pensez-vous que ce n'est pas une priorité pour lui, pour M. Boyer? Oui. Parce que moi, je connais bien, je suis les conseils municipaux. Je n'avais pas l'impression que ce n'était pas une priorité pour lui. Là. Je veux juste comprendre pourquoi pour vous, ce n'est pas une priorité pour le conseil actuel en place au pouvoir. Là. Mais c'est sûr, pour moi, c'est une priorité 100% numéro 1. Pour le maire, il a dit qu'il y en a d'autres projets dans le pipeline et on a enlevé le projet du prolongement d'Agenais parce qu'on avait d'autres projets à y travailler. Et j'ai posé la question, c'est correct, quel projet est-ce que vous avez remplacé pour mettre en place un autre projet? Alors, vous avez enlevé le projet, le boulevard d'Agenais. C'est quel projet qu'il avait là remplacé? Il a refusé de répondre. Il a dit, il y en a plein de projets, mais aujourd'hui, le boulevard d'Agenais, on ne le fait pas pour l'instant. OK. Mais il n'a pas clairement dit que ce n'était pas pour lui une priorité, mais quelles sont vos solutions et propositions à ce moment-là? Moi, je me mets en mode action, je me mets en mode positif, je me mets en mode vers quelle est votre proposition? Si vous étiez, vous, avec le Parti Action Laval au pouvoir, quelles seraient vos suggestions? Quelles seraient les choses que vous voudriez mettre en place, là, votre plan d'action? Bien, la première chose, il faut regarder
le prolongement du boulevard d'Agenais, super important. Encore, ça répond à beaucoup de besoins le matin et le soir. Il faut regarder les pistes cyclables qui étaient mis en service partout l'île de Ville-de-Laval. On trouve que la façon qui était mise en place est de façon irresponsable. Nous ne sommes pas contre les pistes cyclables, nous sommes pour, mais il faut le faire de façon responsable. J'ai un exemple sur le boulevard Saint-Martin. Jusqu'à date, je pense qu'il était mis en place en 2017. Honnêtement, je n'ai pas vu un cycliste sur la rue Saint-Martin. Je n'ai pas vu un cycliste sur la rue Saint-Elziard et même pas un sur la rue Belle-Rose. Ce sont des endroits très dangereux. Et qu'est-ce que vous feriez pour mettre davantage de pistes cyclables, justement? Quelles seraient vos actions? Encore là, je vous relance parce que c'est mon rôle de vous relancer. Non, mais c'est bien. C'est ça, puis de faire l'avocat du diable parce que... Donc, quelles seraient vos actions pour... Est-ce que vous peut-être meneriez une consultation? Est-ce que vous auriez peut-être des orientations avec celle-ci? Ou, Première chose, il faut établir qu'on va planifier pour demain. Alors, les pistes cyclables sont très importantes pour notre avenir. Mais il ne faut pas fermer les yeux et déployer ça partout juste parce qu'on veut dire oui, on a les pistes cyclables à Laval. Alors, on a un trajet qu'on peut peut-être changer pour une piste cyclable. Il faut consulter, des vraies consultations, parce que ce qu'on voit aujourd'hui à l'Hôtel des Villes, les décisions sont déjà prises. Ils font semblant de faire des consultations déjà avec qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, il faut vraiment avoir des vraies consultations parce qu'à la fin de la journée, ce sont les citoyens de Ville-de-Laval qui vont utiliser les pistes cyclables. Et s'ils ne sont pas contents, s'ils jugent que ce sont dangereux, ils ne vont pas les utiliser. Alors, il faut faire des consultations. Il faut expliquer, voici ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous pensez. Et il faut travailler en collaboration. Nous sommes un gouvernement de proximité. Il ne faut jamais oublier ça. La façon que ça se passe aujourd'hui, nous ne sommes pas un gouvernement de proximité. Nous sommes un gouvernement qui dépense pour essayer de trouver des solutions. Bien, je me tourne vers un autre dossier que vous avez voulu aborder, notamment l'augmentation de taxes. Laval, à l'instar de bien d'autres villes au Québec, qui augmente la facture de taxes foncières de ses résidents de 4,8 % pour les propriétaires de maisons, entre autres unifamiliales. Oui. Vous avez déjà été au pouvoir, vous avez déjà dans un autre parti, vous connaissez la réalité, c'est quoi gouverner à l'interne. Vous voyez comme nous le portrait qu'on a. Toutes les villes au Québec doivent faire face à l'inflation. Je vous lisais sur certaines tribunes, vous reprochez à l'administration Boyer d'avoir augmenté les taxes, mais on se comprend, on est dans un système, les villes, s'ils veulent pouvoir continuer d'offrir les mêmes services aux citoyens de la même qualité, on n'a pas eu le choix pour les différents conseils municipaux. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'avis de moi, là, mais je veux dire, il me semble que l'addition ou la soustraction se fait de manière assez logique. Oui. Bien, je comprends votre point de vue. Moi, j'étais déjà vice-président du comité exécutif, j'étais président de STS, j'étais président de Laval Technopole. Je comprends comment le budget de la ville marche et fonctionne. La ville de Laval est une des plus riches villes au Québec. Si on parle de revenus qui rentrent dans les coffres de la ville, nous sommes la plus riche ville au Québec. Alors, l'argent rentre. Et on n'a pas les mêmes services comme avait en avant. Je donne juste l'exemple du déneigement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune imputabilité à la ville de Laval. Aucun. Aujourd'hui, les fonctionnaires, ils n'ont pas peur de travail ou de ne pas travailler. Imputabilité, zéro. OK. Est-ce qu'il y en avait avant, quand vous étiez au pouvoir? Il y en avait Quand j'étais au pouvoir, moi, j'ai posé les questions au comité exécutif. Et chaque fois que je posais des questions qui dérangeaient les fonctionnaires, le maire de Laval, Marc Demers, il disait dans mon oreille, « Go take a shower », en disant, calme-toi, pose pas les questions. Puis moi, j'ai répondu, c'est eux autres qui nous nourrissent. On veut les vraies informations parce qu'à la fin de la journée, moi, je suis imputable à mes citoyens. Je comprends. Qu'est-ce que vous proposeriez? Parce que je le disais, toutes les municipalités du Québec doivent faire face actuellement à cette situation. L'inflation est galopante, c'est omniprésent, c'est même mondial. Qu'est-ce que vous, à votre parti, et je ne veux pas non plus trop vous rentrer dedans, là, dans l'expression, mais je veux dire consacré, mais je veux dire, je m'imagine mal ce que peut-être votre parti aurait pu faire à l'instar de bien d'autres conseils municipaux à travers le Québec qui n'ont pas trouvé de solution. On doit faire face à la même situation. Alors, je dois vous relancer parce que c'est indéniable. On fait face à ça. C'est bien parce que je veux que tous vos audiences, ils comprennent la situation à Laval. Je répète, nous sommes la ville la plus riche au Québec. On n'a pas les mêmes déficits comme d'autres villes. Alors, on peut bien gérer notre argent. Alors, la question se pose, est-ce que les élus en place aujourd'hui
je parle du maire et son équipe, est-ce qu'ils sont responsables de façon que l'argent des contribuables est géré? Et la réponse est non. Je donne un exemple. On va y aller rapidement, par exemple. Oui. Ils ont proposé de dépenser 180 millions de dollars pour une grande bibliothèque. Ce n'est pas nécessaire. Pas du tout. Ils ont dépensé 5 millions de dollars pour une étude pour créer une usine de biométhanisation. Ce n'était pas nécessaire. On a voté contre. Ils ont décidé de donner, en cachant l'ancien directeur général, une prime de départ de plus que 600 000 $. Ce n'était pas nécessaire. L'argent comme ça, quand ce n'est pas notre argent, c'est facile à dépenser. Alors, à votre réponse, la ville est très riche. C'est une façon de comment nous sommes capables de gérer l'argent des contribuables. Et aujourd'hui, ça fait d'une façon irresponsable. Monsieur de Cotis, ça a été, disons, animé comme conversation, Absolument. Mais je pense que les gens ont apprécié. Moi, j'ai apprécié. Merci à vous. Merci Puis, beaucoup. Évidemment, aussi au courant des dossiers municipaux, on suit également les différentes séances de conseil municipal. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Il y a une entreprise québécoise, d'ailleurs, qui est un véritable fleuron entrepreneurial depuis plusieurs décennies, qui a mené une campagne fort intéressante. On a avec nous la gestionnaire des réseaux sociaux, Daphné Dumas-Ruel, et aussi devant moi, le directeur des opérations et des ventes, justement, du groupe Yellow, soit M. Normand Cierlot. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour à toi. Merci d'être là. Merci. Premièrement, première question, avez-vous des chaussures Yellow Oui, présentement? Oui, on est équipés. Des chaussures à vos pieds? Parfait. Toujours. Donc, vous n'êtes pas cordonnier mal chaussé, ça va Non, de ce on est côté-là. correct. Dites-moi, tout d'abord, peut-être pour le repréciser dans l'esprit des gens, ce que c'est Yellow, parce qu'on a plusieurs magasins d'ailleurs ici sur le territoire lavallois. Exact. Daphné, tu veux-tu décrire qui est Yellow? Bien, Yellow, c'est une entreprise qui est fondée depuis 1916. Ça fait plus de 100 ans qu'on est en fonction. Puis c'est vraiment une entreprise, ça fait 4 générations qui sont en fonction. Est-ce que tu veux parler des... Bien, peut-être les valeurs, parce que moi, ce que je remarque, puis tu sais, évidemment, lorsqu'on va chez Yellow, ce qu'on remarque, c'est des chaussures qui sont belles, confortables et qui ne coûtent pas très cher, là. C'est ce qu'on remarque depuis très longtemps chez vous, là. Et comment on a réussi à faire ça depuis tant d'années? Je pense que l'esprit familial a toujours été le fond de toute notre philosophie qu'on a chez Yellow. Alors, lorsqu'on pense famille, on pense papa, maman, 4 enfants, doit économiser, figurer. Alors, le produit Yellow est vraiment mis en place pour justement satisfaire la famille. Fait que ça, c'est la première chose. C'est qu'on a vraiment un esprit familial et nos clients font partie de notre famille. C'est notre grande famille. Bien que c'est une compagnie qui a 4 générations au niveau de la fondation de la compagnie, nos employés ainsi que nos clients font partie de la grande famille. Ouais. Et vous parlez de famille, vous avez mené une campagne, vous avez réussi, donc, d'ailleurs, comment à pouvoir trouver, donc, vous avez plus de 92 494 familles qui, grâce à vous, ont pu avoir des nouvelles chaussures, des gens qui, peut-être, parfois, ont de la misère à pouvoir se pourvoir de chaussures qui sont neuves pour leur famille, leurs enfants notamment. Donc, comment ça a été mené, cette campagne-là? Tout simplement, écoutez, c'était vraiment holistique parce que nous, on fait nos achats tous les années. Comme on le sait, il y a des choses qui sont les meilleurs vendeurs, des choses qui vendent un petit peu moins. Il y a eu les tendances avec les 2 années de pandémie. Les ventes ont été un petit peu impactées de tous les côtés. Alors, nous, on essaie de rester dans la tendance des souliers, puis de la mode et puis de ce qui est tendance. Alors, au travers des années, on a accumulé beaucoup de paires de souliers. On aurait pu faire comme d'autres détaillants, les mettre en liquidation et les vendre beau, bon, pas cher. Ouais. Mais on savait qu'il y avait un besoin, surtout avec l'économie d'aujourd'hui, l'environnement socio-économique, l'inflation, qu'il y avait un besoin au niveau des familles. Alors, on a décidé, au lieu de s'accrocher à ces souliers-là et d'essayer de les vendre en liquidation, on a dit, on va prendre notre responsabilité familiale et on va les donner aux gens qui sont en besoin. C'est ça. Et les employés des magasins, c'est vraiment eux. Oui, nous, on a décidé de les donner, mais c'est vraiment les employés des magasins qui ont vraiment exécuté les donations, qui ont emballé, qui sont assurés qu'ils ont été acheminés aux charités. Et d'ailleurs, là, vous êtes passé parce que l'an dernier, c'était 39 162 paires de chaussures. Là, on passe là, à plusieurs milliers plus tard. Je les disais tantôt, les chiffres. Puis comment on a réussi à augmenter ce chiffre-là comme ça aussi, comme ça? Là? Bien, je pense que ça va avec la tendance des ventes. On le sait tous que les 2 années de pandémie, il y a eu un recul. OK? Alors ça, je pense qu'il y avait aussi... Alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que la façon qu'on a acheté et la façon qu'on a vendu, ça nous a permis de regarder un pourcentage de ces souliers-là
et de dire, OK, on va prendre ces souliers-là puis on va les allouer à notre... OK. Parce que tous les années, on en donne. Ouais, OK, c'est ça. Ben oui, c'est ça, parce que c'est une tradition chez vous. Mais, Ouais. mais d'ailleurs, comment vous les redistribuez, ces chaussures-là? Comment vous pouvez trouver des familles qui peuvent avoir besoin de ces chaussures-là? On travaille avec des charités en tant que telles, Des comme organismes, les Jeunesses OK. au Soleil, les Chevaliers de Colomb. En région, on a travaillé avec des charités à Rimouski, l'Armée du Salut. Alors, on a plusieurs charités et c'est vraiment eux qui distribuent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur amène les souliers et eux, ils font ça dans leur système. S'occupe de pouvoir redonner donc aux Exact. suivants. Là, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Et là, parce que j'ai quand même des gens qui suivent les tendances quotidiennement, vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui va sortir, ce qui va s'en venir côté chaussures, justement. Si on peut se projeter dans un futur pas très lointain, mais quand même printemps-été, ce sera quoi les tendances pour les chaussures? Je vais laisser notre personne responsable des réseaux sociaux, oui, c'est ça, pouvoir en parler. Hein. Je pense que côté image, elle est bonne là-dedans aussi. Là. Bien, justement, on a un nouveau catalogue là, de thé qui s'en vient là, pour montrer notre variété de sandales qui va sortir là, pour toute la famille, femmes, enfants et hommes. Pas de bas dans les sandales, ça, c'est pas tendance. Là, ça, c'est ça, là, c'est au choix. On est ouvert. Oui, c'est ça. Mais je voulais se laisser poursuivre. Donc, vraiment, là, pour les femmes, là, c'est vraiment des souliers avec qui montrent les pieds, des talons hauts, des sandales, etc. Pour les enfants, c'est encore des sandales aussi là, qui sont en tendance. Plus les orteils fermés pour les enfants pour pas qu'ils se fassent mal aux orteils. Mais pour les hommes aussi, là, c'est les espadrilles et les sandales. Les chaussures blanches, ça demeure encore tendance. Là, d'ailleurs, j'ai vu tantôt M. Ciarlot, vous en avez. Très tendance. Très tendance, hein? Je pense que ça demeure encore cet été, ce sera encore la norme, je pense. Ça sera encore la norme, oui. Juste faire attention pour qu'ils restent blanches. Oui. Ça, c'est un défi de tous les instants. Surtout pour nos jeunes, là, parce qu'on n'a pas le contrôle pour les parents lorsqu'ils vont sur la tourbe, le gazon ou autre endroit. Évidemment, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Merci beaucoup, puis bravo pour cette initiative-là. Merci, ça me fait plaisir. On est très, très heureux de vous avoir reçu, puis vous êtes déjà en train de préparer en plus la saison. J'aurais pu vous parler de l'automne, parce que je pense que vous êtes en train de... On est déjà là, oui. Ah oui, déjà l'automne, là, à finaliser. Le produit arrive au mois de juin déjà, là, ça va relativement vite. Trop vite, même à mon goût. C'est ça, moi je suis encore avec mois de juillet avec mes vacances, avec mon costume de bain, ma petite cerveza, puis on pense déjà à l'automne. Ouais, c'est ça. Bonnes vacances. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Très heureux de renouer avec l'ami Nicolas Vincent Poirier. C'est notre expert cinéma pour votre information. Salut Nico. Salut Alex! Et là, ce film-là que tu nous présentes cette semaine, soit l'Opéra de terreur, Renaissance Information, j'ai l'impression qu'on a tout ce que toi, tu aimes, c'est-à-dire qu'on retrouve le charme des personnes lourdement violentées, des entités malignes, un œil expulsé de l'orbite, une tronçonneuse qui est loin de prendre la poussière, puis des kilos de sang versé. Écoute Alex, tout ce que tu dis là, pour moi, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Le genre de film, là, tu veux te sentir bien, ça va mal, t'as mal à la tête, tu regardes ça, puis la vie est belle, tout va bien aller. Et Alex, ça fait 10 ans que je l'attends, ce film-là. Pourquoi ça fait 10 ans que je l'attends? Parce qu'en 2013, on a fait le reboot de Evil Dead, l'Opéra de la terreur, avec c'est pas un remake du premier film, mais bon, c'est comme on réimaginait le premier film. Et je l'avais tellement apprécié, ce film-là, qu'il avait bien réussi au box-office. Et donc, j'attendais juste mais quand est-ce qu'ils vont en faire un autre? Bon, ça a pris 10 ans pour toutes sortes de raisons. Bon, Sam Raimi est occupé à d'autres projets et c'est Sam Raimi qui a choisi le réalisateur de ce film-ci. Donc, c'est une franchise qui est très à cœur pour Sam Raimi, c'est bien sûr. C'est lui qui l'a créé. Bon, c'est son premier... C'est son bébé en 1981, oui. Exactement. Et ce film-ci, écoute, ça se passe, c'est pas la suite du tout de ce qu'on a vu en 2013. C'est quelque chose de totalement nouveau dans un contexte qu'on n'a pas vu encore. C'est dans un bloc appartement. Bon, il y a un tremblement de terre et bon, dans une des fissures qui se forment à cause du tremblement de terre, eh bien, on retrouve, il y a des gens qui retrouvent le livre Le Necronomicon. Pour ceux qui aiment lire à la maison, le Necronomicon. Dans le fond, il ne faut pas le lire du tout. OK, je m'en ai dit, c'est un bon livre. Veux-tu nous faire une critique littéraire à la place? Mais... Non, on veut pas faire ça. Non. J'ai vu tous les films Evil Dead. Je
De toute façon, le Necronomicon, c'est un livre qui n'existe pas du tout. Ça a été inventé de toutes pièces par un auteur américain. Donc, pas trop de chance de tomber là-dessus. Et pour venir au film, bon, j'en dirai pas trop, mais ça se passe dans un bloc appartement, un huis clos avec une famille. Ouais. Et mais justement, ça change de ce genre de film-là. C'est-à-dire que d'habitude, c'est une escapade entre amis qui vire mal, puis là, il y a un vilain qui arrive, il y a un tueur en série qui arrive. Donc là, on est un peu ailleurs, je trouve, avec ce film-là dont on parle. Oui, exactement. Comparé à pas mal toutes les Evil Dead, sauf peut-être le troisième, le Army of Darkness, qui se passe à l'époque médiévale. Et ce film-là, écoute, il n'était même pas censé sortir au cinéma à la base. C'était censé sortir directement sur HBO Max. Et à cause du résultat positif quand on a présenté le film à un public test, bien, on a décidé carrément d'amener le film au cinéma. Ce qui est une très bonne idée parce qu'avec un petit budget de 19 millions de dollars, c'est beaucoup pour nous, mais c'est très petit quand on compare à Transformers à 250 millions ou à James Bond du même prix environ. 19 millions de dollars le film. Première fin de semaine à travers le monde, 42 millions de dollars. C'est quand même déjà bien rentable, mais chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le ton de l'humour, hein, parce qu'il y a toujours une part d'humour dans les films, dans ce genre de films-là, puis dans la franchise aussi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, mais je te dirais que c'est pas mon préféré, absolument pas. Je te dirais que ceux que j'ai préférés, c'est Evil Dead le 2, qui n'est pas un remake du premier comparé, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Ouais. Et aussi le Evil Dead de 2013. Mais celui-ci, je l'ai plus apprécié que Army of Darkness, mais je m'attendais comme à un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais... Surtout avec les... Écoute, il y a eu 6500 litres de faux sang qui ont été nécessaires pour ce film-là. Donc, je m'attendais à en avoir... oui, il y en a du sang, mais beaucoup plus à la fin qu'ailleurs. Tu pensais avoir plus de sang pour ton argent, finalement. C'est en plein ça. Ça, on le résume de même. Mais aussi, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est des actrices peu connues qu'on voit dans le film. Lily Sullivan et Alyssa Sutherland aussi, qui, je trouve, ça tire très bien d'affaire. Ah oui, absolument, absolument. Et les effets spéciaux, le maquillage, je veux dire, ça fait peur ce qu'on réussit à faire avec le maquillage. Et quand je dis les effets spéciaux, là, on aurait été dans un film à 50 millions de dollars. Ce qu'on aurait vu à la fin, je ne veux pas dire quoi exactement. Tout aurait été fait en CGI. À la fin ou à d'autres moments aussi, on met tout en CGI, on ne se passe pas la tête. Là, c'est vraiment, en tout cas, si c'est du CGI, c'est tellement bien fait, mais ça semble vraiment être des effets pratique. Oui. D'ailleurs, disons, le CGI, pour ceux qui sont peut-être des nouveaux initiés au cinéma, c'est une manière pour mentionner comment sont faits les fameux effets spéciaux. Là. Exactement. C'est une image par ordinateur. Les effets spéciaux, effectivement. On a encore un peu de temps ensemble, Nicolas. Il y a beaucoup de films qui s'en viennent. On le sait, on approche du printemps. On est dedans, bien entendu, mais je veux dire, on avance dans le printemps et l'été s'en vient aussi. Donc, c'est sujet à de grosses sorties, de gros blockbusters. Et on peut-tu dire que la saison des blockbusters débute le 19 mai avec la sortie en salle de Rapide et Dangereux 10? Oui, je suis bien d'accord avec toi, Alex, mais dans mon cœur, la saison des blockbusters a commencé au mois de mars avec le tout dernier Scream. Mais oui, c'est vrai, ça commence vraiment là, au mois de mai. Et d'ailleurs, je sais que pour cette production, je lisais, il y aura de retour évidemment Dom Toretto, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Jason Statham devrait être là, mais on dit que ce sera sans Dwayne Johnson. Ça m'attriste. Oui, et c'est sûr que, ce que je vais dire là, c'est pas une raison officielle, mais ce qui se dit, c'est que Dwayne Johnson et Vin Diesel ne s'entendent pas très bien ensemble. C'est vrai, ils ont le même physique, c'est à peu près les mêmes types de rôles qu'ils peuvent jouer. Donc, ils sont un peu des compétiteurs. Et Vin Diesel et Dwayne Johnson ne se sont jamais très bien entendus. Et pour cette raison-là, il y a eu des petits problèmes durant les tournages. De la grogne, oui. Et c'est ça. Donc, que Jason Statham soit là, il n'est pas le même type que Vin Diesel. C'est pas des compétiteurs du tout.
Donc, ça ne m'étonne pas du tout que Dwayne Johnson ait décidé de ne pas revenir pour celui-ci. Et de toute façon, c'est pas comme si, je pense, qu'il y avait besoin de lui. Oui, au départ, pour donner un boost à la franchise, ouais, qui avait, la relancer un peu, là, parce que... C'est ça qui était un peu stagnante. Oui, oui. Mais maintenant, je pense que ça va dans la bonne direction. Pour tous ceux qui aiment n'importe quel des films rapides et dangereux, vous allez sûrement aimer celui-ci parce que c'est vraiment égal. Et ceux qui n'aiment pas ces films-là comme moi, ben, c'est pas grave, on va jamais les regarder. C'est pas plus grave que ça. D'ailleurs, ce sera un des budgets les plus chers pour la production, là, 340 millions de dollars US pour le seul film. Mais évidemment, on le sait que c'est une franchise qui a tellement rapporté de milliards de dollars à ses producteurs et à ses studios. Évidemment, ben, je vais te forcer le 26 mai d'aller voir La Petite Sirène. Ça va être une obligation pour que tu y ailles. Mais je ne parlerai pas de La Petite Sirène. Je vais t'amener tout de suite sur un des films qui est très attendu parce que Indiana Jones, peut-être pour la dernière fois qu'Harrison Ford va endosser l'uniforme d'Indiana Jones avec Indiana Jones and the Dial of Destiny. Évidemment, déjà dans la bande-annonce, on voit très bien que Indiana Jones n'a pas fait ses cascades tout seul. Il y a eu de l'aide de la technologie. Hein? Exactement. Harrison Ford n'est pas Tom Cruise. Et oui, c'est bel et bien le dernier film avec Harrison Ford. C'est la fin, en tout cas, avec son personnage. Est-ce qu'il va arriver d'autres choses qui vont faire qu'on peut continuer la franchise avec un autre personnage? Ce qu'on a essayé de faire en 2008 avec Shia LaBeouf. Et bon, finalement, ça n'a pas très bien fonctionné. On va regarder, mais oui, c'est le film réalisé par James Mangold, celui qui a réalisé Logan en 2017. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai bien hâte de voir. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va rajeunir le personnage d'Indiana Jones pour certaines scènes. Des fois, rajeunir quelqu'un, ça marche très bien dans des films, mais des fois, c'est un échec total. Dans quelle direction que ça va aller, en tout cas? J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ouais, et j'espère tellement qu'ils ont appris leur leçon par rapport au film de 2008. J'espère tellement parce que les Indiana Jones, les 3 premiers, écoute, ils sont excellents. Mon préféré, c'est le 3. C'est dans mon top 10 des films pour moi, Indiana Jones 3. Et j'espère vraiment qu'on va amener quelque chose de nouveau dans celui-ci. Oui. Et là, c'est sûr que ça promet, Mission Impossible, la franchise, on la connaît, on connaît la recette. Tom Cruise, est-ce qu'il pourrait avoir le succès de l'été 2023, donc avoir le succès au cinéma pour un deuxième été consécutif après Top Gun Maverick avec Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 le 14 juillet? Moi, je suis sûr que oui, parce que l'année passée, là, j'aurais pas du tout gagé $1 seulement sur Top Gun, parce que bon, ça faisait déjà... Moi, je te l'avais dit l'année passée, l'année passée. Oui, tu me l'avais dit l'année passée, Alex. Écoute, j'aurais dû t'écouter. Même chance, je parie pas, donc tout est beau. Mais celui-ci, tu vois, cette Mission Impossible-là, moi, j'ai très hâte de le voir, et c'est la première partie de 2. La deuxième partie va être présentée l'année prochaine, et évidemment, celui-ci, on va avoir droit à Tom Cruise qui fait ses propres cascades, évidemment, même fin cinquantaine, début soixantaine, je pense que soixantaine, oui. Il est dans la soixantaine, écoute, il fait encore ses cascades, il est incroyable, on peut le voir sur YouTube, des mini-documentaires sur certaines de ses cascades et même qui vont être faites dans ce film-ci. Pour ça, j'ai extrêmement hâte de voir ce film-là parce que c'est rare maintenant. En tout cas, c'est pas Fast and Furious, de rapide et dangereux, où on pourrait dire « Oh, les gens font leur propre cascade ». Mais non, c'est des films qui défient la loi de la gravité et absolument tout, là. Exact. Mais, oui, et en tout cas, moi, je pense que ça va être le gros succès de l'été. Je pense que ça va être un plus gros succès encore que Indiana Jones. Bien, moi aussi, et je le souhaite vraiment beaucoup. Et tu parlais de Tom Cruise qui a 60 ans. En plus, ça ne paraît pas physiquement parce qu'on dirait qu'il ne prend pas une ride. Il me fait penser tellement, tiens, à Alain, mon réalisateur, qui ne prend pas une ride avec les années. Il est toujours aussi beau bonhomme, tout comme toi. Merci beaucoup, Nicolas Vincent-Poirier. Merci, Alex. Salut. Elle est photojournaliste et aussi ambassadrice pour Nikon au Canada. C'est Mademoiselle
Sarah Maud. Je suis contente que tu te souviennes de mon nom. Oui, je m'en rappelais. As-tu Salut, vu? Alex. Il y avait une petite hésitation au départ. En plus, on se connaît depuis des années, on est amis aussi dans la vie. Désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai tiré le mademoiselle pour ça, mais là, je voulais vraiment que ça passe en dessous, tu sais, comme le gars des vues, comme ils disent, mais là, non. Regarde, c'est immortalisé. Coupé, on la refait. Coupé, c'est immortalisé sur pellicule. Oui. Hey, mais parlant de ça, tu voulais parler d'ombre aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup de lumière en photographie, mais on parle pas souvent d'ombre. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en parle cette fois-ci. Ben, quel est le point de départ, peut-être, pour peut-être jouer avec l'ombre? Ben, en fait, c'est encore une fois le point de départ, c'est l'intention de départ, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans une photo. Souvent, l'ombre va amener, ou le clair-obscur, entre la lumière et l'ombre, va amener une sorte de mystère dans la photographie, va amener, on pense par exemple les peintres Rembrandt. Il y a beaucoup de mystères, il y a une douceur aussi, des choses comme ça, donc c'est intéressant. Donc, si tu veux faire ça comme intention de départ, comme photo, tu peux aller avec des ombres. Mais il y a plusieurs façons de faire. C'est ça que justement. je voulais. Ouais. Puis il ne faut pas oublier, tu parlais tantôt, justement, dans la prémisse, tu disais souvent on parle de lumière ensemble, mais puis on en a beaucoup parlé aussi dans nos chroniques. Mais la lumière est-elle importante aussi dans la façon de manier l'ombre? Ben, en fait, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Oui, non, c'est ça, mais tu sais, sur le plan technique, est-ce que c'est important quand même? L'ombre est tout aussi importante que la lumière parce que avec l'ombre, tu peux structurer un visage, tu peux cacher des défauts d'un visage, mais tu peux aussi complètement dire une personne avec des ombres. Parce que, tu vois, justement, je posais une question à un moment donné, il y a peut-être 2 ans sur Facebook, sur qu'est-ce qui fait une belle photo? La personne, le modèle ou le photographe? Et je m'étais mis moi-même en photo. Donc, ça veut dire que la photographe se prenait elle-même en photo. Ouais. Et souvent, les gens disaient, ben, les deux. Non, en fait, souvent, ça prend d'avoir un excellent photographe parce que tu peux avoir la plus belle fille du monde, le plus beau gars du monde. Si tu ne sais pas l'éclairer, ça peut être une catastrophe. Oui. Est-ce que c'est de jouer avec la profondeur aussi de la pièce ou de la présence de la personne? Ou est-ce que ça se situe physiquement aussi? Ou... Ben, oui, parce que, par exemple, si pour créer une ombre forte, plus tu vas être proche, par exemple, on va prendre une source lumineuse comme une fenêtre. S'il y a un soleil qui passe à travers ou des rayons de soleil, la lumière va être très forte, donc va créer des ombrages très contrastés, très durs. Si tu l'éloignes un petit peu, plus tu éloignes la personne de la fenêtre, plus tu vas avoir un ombrage diffus. Et donc, par exemple, tu peux aller chercher beaucoup plus de douceur. Par exemple, chez une femme, on va rechercher ça. On va rechercher d'avoir plus de douceur dans le visage, alors qu'un homme, on va aller chercher plus des ombres très contrastées pour réveiller un peu la carrure du visage. C'est ça. Bien, justement, tu as parlé de femmes, plus de douceur peut-être, puis des fois, on voit chez l'homme, on veut créer de l'intensité, mais l'ombre peut créer cette intensité-là. Bien, c'est ça, aussi. Mais en même temps, ça dépend toujours de l'intention, comme je disais au départ. Il y a des très beaux noirs et blancs, par exemple, qui sont faits sur des femmes avec une très haute lumière puis des très gros contraste noir. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Ça dépend encore une fois du style artistique que tu vas aller chercher. Tu as amené des exemples de photos, par exemple. Et si on en montre au moment de se parler à l'écran de ces photos, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les photos que tu nous as apportées aujourd'hui? Bien, par exemple, c'était pour montrer un peu les genres d'ombres différentes. Tu sais, par exemple, j'ai fait Éric Bruno en photo, par exemple, et sur la photo le comédien. Et sur la photo, les ombrages sont en arrière de lui. C'est comme une fenêtre qui se dessine. D'ailleurs, j'ai des trucs pour ça. Si vous voulez créer des bons ombrages, c'est vous partez avec une fenêtre, vous mettez des objets devant la fenêtre, comme par exemple du tape. Si vous avez une porte patio, par exemple, du tape, ça peut servir simplement à créer une fausse impression de fenêtre carottée. OK. C'est des choses comme ça. Comme par exemple, la photo que j'ai faite de moi pour le Jour de la Terre, je me suis amusée. J'avais des plantes qui étaient là, puis je voulais vraiment créer un effet pour la Journée de la Terre de nature, puis en même temps un petit peu d'un côté sombre, un côté lumineux de la nature, de l'être humain aussi à travers tout ça. Donc, il y a ça. Puis sinon, quelle photo aussi je vous ai envoyée? Il y avait mon copain, François. J'espère que tu le reconnais. Ah, ben écoute, je m'en souviens à peine, même parfois, tellement je travaille. Mais plus sérieusement, lui, par exemple, tu vois, j'ai pris un cellulaire et puis un verre d'eau avec des lignes dedans, puis j'ai collé le cellulaire sur le verre, puis je l'ai fait tenir comme ça pendant que je le photographiais. Et ça fait vraiment des lignes qui montrent un contraste sur le visage. Mais si vous regardez en arrière-plan sur le mur, les lignes sont beaucoup plus diffuses. Puis c'est ça qu'on cherche, c'est ce qui est important, c'est ce qui est amusant, en fait, de jouer avec les ombres. C'est que ça peut créer une toute autre atmosphère. Est-ce qu'il faut régler notre appareil photo d'une manière... Tu sais, là, tu parlais de jouer avec les éléments qui sont dans la pièce, tout ça, de bouger le sujet, donc la personne devant la lentille, mais est-ce qu'il
il y a quand même pour quelqu'un qui a un Kodak, par exemple, plutôt un Nikon, est-ce que donc il y a une façon de régler l'appareil pour favoriser peut-être le résultat de la photo avec l'ombre? Bien, moi, à mon sens, la façon dont je fonctionne, c'est que je fais mon calcul d'exposition avec la lumière. Mais je surexe d'un tiers de stop. Ça veut dire un tout petit peu, histoire que ça soit un peu plus lumineux au niveau... Mais encore là, ça dépend si c'est une lumière forte ou pas. Mais par exemple, ça serait une lumière tamisée un peu. Je vais surexposer un tout petit peu pour aller déboucher les ombres un peu, pour qu'on puisse sentir la texture de la peau dans les ombres. Parce qu'on veut pas que ça soit complètement noir. On veut sentir qu'il y a quelque chose dans l'ombre, comme quelque chose qui se papille. Et bien, on a beaucoup parlé depuis les Black Chroniques ensemble, Sarah, évidemment, comment, sur le plan technique, favoriser les résultats, de peut-être comment se positionner, tout ça. Mais je me disais, pour le sujet, la personne, par exemple, pour favoriser peut-être le résultat avec l'ombre, est-ce qu'il y a des tendances actuellement pour peut-être les gens? Est-ce que les portraits, c'est encore très fort de jouer avec les ombres? Ou... Bien, je te dirais qu'au niveau, en ce moment, ce que je vois beaucoup dans le culturel québécois, c'est vraiment des photos très bien éclairées, parce que c'est sûr que quand tu es dans le très bien éclairé, tu as moins de rides à enlever, tu as moins de Photoshop à faire. Maintenant, quand tu vas plus dans l'artistique, dans la photo artistique, là, tu vas chercher beaucoup plus d'ombrage, parce que tu es plus en studio aussi, tu n'as pas besoin de faire un front de magazine, tu peux aller vraiment plus dans l'artistique. Donc ça, je te dirais que c'est vraiment de ce que moi je vois dans mon quotidien, un peu plus les tendances qui se décident, mais à partir du moment où tu décides de ta lumière, tu crées, tu peux faire tout ce que tu veux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment? Je dirais très lumineux ou alors dans le clair-obscur. Oui. Oui, j'irais là-dedans peut-être. Puis avec la saison qui s'en vient, le printemps, l'été, est-ce que quand arrive une nouvelle saison, on arrive dans quelque chose de plein de couleurs, avec aussi le soleil, avec la lumière, est-ce que justement de jouer avec ça, de jouer avec les contrastes, compte tenu qu'on arrive dans des saisons, quand on prend des photos peut-être à l'extérieur, au naturel, c'est moins favorable de jouer avec les ombres dans ce contexte-là quand on est à l'extérieur que lorsqu'on est à l'intérieur, par exemple, aussi? Là? Bien, encore là, ça dépend, parce que si tu es sur un fond noir, c'est sûr que si tu es dans l'été, tu es dans le printemps, tu as envie que ça soit lumineux. Donc, tes ombres, tu peux juste, si tu es en plein soleil, ça peut juste être horrible comme ombre. Tu vas avoir des ombres sous les yeux. Fait que ça, c'est quelque chose que tu cherches pas. C'est pour ça que je disais dans une autre chronique que c'est bien d'être dans un sous un ciel gris. Puis, tu sais, ça dépend. Si tu veux prendre une fleur puis que c'est la lumière directe puis tu veux qu'il y ait un gros contraste parce que c'est joli, parce que ça fait ressortir la fleur, tu as le droit aussi. En fait, il y a tellement de liberté. Mais moi, personnellement, c'est sûr que ce que j'adore faire comme photo l'été, c'est des flares. C'est-à-dire le soleil qui est plus en arrière. Le contre-jour, on voit bien le visage, mais tu as toute la lumière on appelle ça un flare en anglais, là, mais qui se répand partout. Moi, je trouve ça super beau puis magique, mais ça, c'est moi, là. Mais en même temps, tu vois, il faut faire attention parce que souvent, tu es en contre-jour, fait que la personne peut être complètement dans l'ombre. Fait que là, tu vas chercher un réflecteur en avant. Puis ça peut être de l'aluminium, un truc blanc, une couverte blanche, n'importe quoi qui est blanc. Pour rassurer le résultat. C'est parce que comme tu as la lumière qui t'arrive derrière, c'est très fort. Fait que toi, tu es dans l'ombre. Par exemple, si tu veux faire une photo avec ton cellulaire, faut que tu fasses ton focus sur la personne, mais en arrière, tu vas perdre le ciel. Donc, c'est ce que permet la caméra ou l'expérience photographique de pouvoir jauger ça un petit peu mieux. Et une excellente photographe comme toi... Quand même. Arrête de diminuer ton travail. Non, je ne diminue pas mon travail. Tu as raison. Je suis en constante évolution. Alors, oui, perpétuellement. Alors, mademoiselle Sarah Maud, merci. Merci à toi, Alex. C'était le fun. Oui, merci. Nous avons aujourd'hui Caroline Deslandes qui travaille avec la compagnie Vis-à-Vis. Elle va nous expliquer un peu plus sur ce qu'elle fait pour venir en aide aux gens. Bonjour Caroline. Bonjour Myriam. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui. Donc, je t'ai invitée aujourd'hui à venir jaser avec moi un petit peu pour expliquer aux gens ce que tu fais comme travail parce que je crois personnellement que ce que tu fais peut vraiment en aider beaucoup, particulièrement là, qui nous écoutent. Ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Bien, premièrement, c'est plus qu'un travail, c'est une passion. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ce boulot-là. Je suis chanceuse d'avoir cette mission-là qui est d'accompagner les gens dans la recherche de résidence. Donc, je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, je travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers, je travaille beaucoup avec les familles des gens qui ont des besoins. Donc, tout ce beau monde-là fait appel à moi pour les aider dans les recherches.
Puis, dans le fond, les gens qui te contactent peuvent te contacter au numéro qui va être en bas de l'écran. Oui, tout à fait. Si jamais ils ont besoin de tes services. Oui. Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Mais en fait, c'est prouvé qu'une famille qui fait les recherches par elle-même d'une résidence RPA, là, une résidence pour aînés, ça serait une moyenne de 167 heures de démarche. Donc, c'est énorme en moyenne. Fait qu'il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, mais c'est très difficile parce qu'autant qu'il y a de résidences, qu'il y a de formules de résidence aussi. Toutes les résidences ne sont pas adaptées pour les gens nécessairement. Il y a des résidences qui se veulent très autonomes. Il y a des résidences où les fauteuils roulants ne sont pas acceptés. Il y a des résidences où c'est semi-autonome, donc les repas sont inclus, l'entretien ménager, la buanderie, peu importe. Donc, autant qu'il y a de gens, autant qu'il y a de formules possibles. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Sinon, la marge d'erreur est assez grande. Je comprends. Donc, puis comment on fait un peu pour démêler ça? L'exemple, on se dit, nous, on y pense, on est vieillissant, on commence à avoir tu sais, moins envie de s'occuper un peu là, de la cour, tout ça, on a le goût de downgrader. C'est quoi la première étape? Bien, en fait, c'est l'identification des besoins réels, puis des besoins aussi des volontés. OK? Donc, les besoins réels, c'est les conditions physiques, les conditions cognitives, l'état général de la personne, puis aussi son besoin. Est-ce que la personne veut ratisser de grandeur? Est-ce que la personne veut, au contraire, être dans un plus grand appartement? C'est toutes les choses qu'on discute. Le quartier, se rapprocher des enfants, de la famille, des proches, les besoins aussi par rapport au CLSC, tout ça, parce que parfois le CLSC peut être impliqué. Donc, c'est tous ces facteurs-là que je tiens compte lorsque je rencontre des clients. Et puis, je fais tout en mon possible pour que la personne ait 100% de ses volontés et aussi, surtout, répondre à ses besoins. Je comprends. Moi, ma question, en fait, après tout ça, c'est comment on fait au niveau budgétaire pour savoir, là, selon nos besoins, qu'est-ce qui serait plus adapté? Parce que j'imagine plus que de services, plus que de coûts reliés à ça. Est-ce qu'on a de l'aide? Bien, de là, de l'importance d'être connu de son CLSC, parce que parfois, le CLSC peut contribuer à ces services-là, donc diminuer la facture. Donc, offrir ces services-là par eux-mêmes. Je vous dirais là, que les gens qui vendent une propriété, c'est sûr qu'ils sont avantagés financièrement dans tout ça. Parce qu'ils ont une assurance au moins d'avoir des moyens financiers, de l'argent qui est dégagé pour ça. Okay. Donc, oui, effectivement, ça coûte des sous. Les soins coûtent des sous. Est-ce que tes services coûtent des sous? Non. Non. En fait, nous sommes rétribués par le Regroupement des résidences du Québec. Donc, c'est les résidences qui nous payent. Donc, eux, c'est important pour nous qu'on existe parce que ça évite les visites inutiles, ça évite les démarches inutiles, puis tout ça. Nous, c'est un peu comme un CV qu'on monte quand on rencontre les gens. C'est un peu un agent de facilitation, un peu comme un courtier, l'entremédiaire. Tout à fait. Oui, mais moi, je suis une solution pour vous autres parce que les gens, souvent, sont très fébriles, sont très nerveux, anxieux face à la vente de leur propriété. Souvent, les gens de cette génération-là habitent leur propriété depuis toujours. Ils se sont mariés là, ils ont eu leurs 5 enfants là, peu importe. Il y en a, c'est des fermes, il y en a, c'est des plex, tout ça. Donc, c'est très difficile pour eux. C'est comme un aveu de... Un deuil. C'est un gros deuil que de quitter leur propriété. Donc, c'est important. Je comprends. Oui, tout à fait. C'est important de les accompagner dans tout ça, puis de leur faire voir que, dans le fond, ce n'est qu'une page qu'on tourne, ce n'est pas un livre qu'on ferme. Donc, cette page-là, c'est important qu'elle soit bien tournée, puis que les gens soient bien outillés. Puis de là que je vous dis que la marge d'erreur est grande quand les gens font les recherches par eux-mêmes. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont très autonomes, souvent, veulent aller dans un endroit particulier. Puis ces endroits particuliers-là, qui sont très autonomes, sont souvent en liste d'attente. Donc, c'est important de connaître d'autres endroits. Ça peut être décourageant de dire on a notre endroit qu'on a trouvé, mais ça ne fonctionne pas. Non, puis des fois, les gens peuvent avoir des besoins qui sont tout autres, là, que cette résidence-là ne répond plus à ces besoins-là. Vous savez, les fauteuils roulants ne sont pas acceptés partout, comme je disais tantôt. Donc, c'est important de voir à tout ça. Puis en fait, il y a une façon aussi de le faire pour que ça soit agréable, que ça soit joyeux. C'est pas une marche pour la mort, c'est tout le contraire, c'est une autre étape de vie. C'est une étape qui est tellement belle quand c'est bien fait
Puis moi, je le vis dans des urgences à tous les jours, puis j'essaie toujours de mettre cette petite magie-là. Je sais que parfois, c'est difficile, puis c'est un peu difficile à comprendre, là, mais j'essaie toujours de rendre ça agréable. Puis surtout, quand on amène la personne à la bonne place, lorsqu'on l'oriente vers la bonne résidence, les gens, ils sont jamais déçus. Bien, merci beaucoup, Caroline. Écoute, ça a été vraiment instructif. Moi, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il y a des solutions. Tout à fait. De ne pas attendre à la dernière minute lorsqu'on n'a plus le choix pour choisir. Exact. C'est là qu'on se retrouve dans des situations là, où c'est pas agréable. Merci beaucoup, Tout à Caroline. fait. Ça me fait un grand plaisir. À la prochaine. À la Merci prochaine. d'invitation. C'est presque complet pour cette émission. Le temps de vous dire, bien sûr, que je suis toujours très heureux de savoir vos commentaires, vos suggestions, vos réactions également. Vous pouvez nous les acheminer de façon très simple sur notre page Facebook. Aussi, suivre ou réécouter nos entrevues sur le portail de YouTube. Surveillez évidemment TV Laval. Vous pouvez aussi nous aider à continuer à produire de belles émissions en nous appuyant avec notre bingo tous les dimanches 9h30 cette semaine. 3 500 $ à gagner, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Je veux remercier aussi des gens qui sont des artisans de cette émission, notamment Tommy et Jacques, aussi Daniel, Yannick, Alain à la réalisation et Manon aussi à la recherche, et vous autres aussi d'être là de manière hebdomadaire. Je vous dis à très bientôt.